Ouah! Joli vu, hein? Ici, au sommet du monde, Hunter x Hunter se termine. Gon a traversé de nombreuses épreuves et brûlé sa propre essence, mais enfin, il a retrouvé son père. Et c'était particulièrement satisfaisant de le voir conclure son arc de personnage. Mais il y a aussi beaucoup de frustration. Qu'advient-il de Kurapika, Leolio, Hisoka et surtout, quid de son amitié avec Killua? D'autant plus qu'on nous en promet davantage, on sent que même Gon a encore beaucoup de choses à raconter, et pour cause, le manga est toujours en cours. Bien qu'imparfaite, cette conclusion écope d'un 9,3 sur 10 sur IMDb. Oui, on reprend cette métrique pour nous aider à répondre à une question pourtant simple, quelle est la meilleure fin d'anime ever? Pour que les Argentés vivent en paix, ceux qu'ils ont déchus de leur humanité meurent au front. Des colorés condamnés à un génocide, les 86. Vous nous en avez très souvent parlé, et c'est effectivement un sérieux candidat. On y suit la commandante Lena, seule Argentée à se procurer des soldats remplaçables, et Shin, vétéran de guerre qui souhaite apporter le repos à son frère transformé en machine. La première partie est dure à tanker, à chaque épisode, un mort. Shin accomplit son objectif, et avec les 4 derniers survivants, il part vers la liberté, laissant leur commandant derrière. La seconde partie se focus sur eux, suite à l'extermination des Argentés, et donc la mort de Lena. Shin n'est plus qu'une coquille vide à la recherche d'un endroit pour reposer en paix. Il accepte alors une mission sans retour. Pour lui ouvrir la voie, ses 4 derniers compagnons se sacrifient, le laissant seul et trop endommagé. La pluie de missiles et les souvenirs du robot offrent une ouverture à Shin, qui porte le coup fatal. Sa mission accomplie, blessé et dépourvu de raison de vivre, il n'a plus qu'à attendre la fin. Le bleu de la mort et des machines laisse place au rouge vif de Lena. Lorsque sa voix résonne, Shin s'effondre en larmes, des larmes de joie. On aurait pu s'arrêter là, ça aurait été une bonne fin, mais en plus, tous ont survécu. Voir son sourire de soulagement et de bonheur sincère fait beaucoup de bien. Et ça s'enchaîne avec des retrouvailles ultra émouvantes. On comprend alors que les 3 derniers épisodes sont parmi les mieux notés d'IMDb. C'est comme Hunter x Hunter, ce n'est pas une vraie conclusion puisque l'anime s'arrête au 3e tome du light novel sur 13. Mais elle referme davantage ses intrigues, du coup on en ressort avec une vraie sensation de fin. Surtout, elle nous surprend et tranche avec le reste de la série en étant l'une des meilleures happy endings. Et ça, y a pas grand monde qui aime. Sur les 15 fins qu'on a sélectionnées, seules 2 se terminent aussi bien. Et la plus réussie, elle vient de Mob Psycho 100. Lorsqu'il perd le contrôle de ses émotions, Mob devient un monstre surpuissant mais terriblement dangereux. Ça le terrifie, alors il se restreint en permanence, s'empêchant littéralement de vivre pleinement. Et lorsqu'un accident le fracture en deux, la part de lui avide de liberté prend le dessus et balaye tout sur son passage. Déjà, avoir le héros en mode boss final, c'est une idée de fou, mais la résolution, c'est un combat magnifique suivi d'un discours sublime qui le pousse à enfin s'accepter tel qu'il est. Tout va bien se passer. Allez. Le manga est encore plus clair. Mob rit après avoir usé de ses pouvoirs pour une blague. Son évolution depuis le premier épisode est folle et grâce à lui, on repart avec une belle leçon de vie. Ah mais c'est comme dans FMA, je peux parler d'FMA? De toute façon je dis ça mais vous avez pas le choix en fait. Donc, Full Metal Alchemist Brotherhood. Épisode 61, 50 millions de personnes sont mortes pour faire du méchant un dieu. Les héros l'ont anticipé et les ramènent à la vie, mais leur adversaire a quand même obtenu son pouvoir. Chacun leur tour, ils combattent pour l'affaiblir. Regardez, là c'est le GOAT ultime et le meilleur perso féminin ever, le meilleur ship, voilà, on parle pas assez de Hawkeye sur cette chaîne. Voilà, c'est mon avis, mais bon, après ça... Puis arrive le point culminant. Ed refuse de laisser son frère partir, alors il se résout à l'ultime transmutation de Full Metal. Sacrifier ce qui l'a toujours caractérisé, et ce n'est pas grave. Je n'aurai plus d'alchimie, mais j'aurai tous mes amis. Tu as bien répondu, l'alchimiste. C'est l'une des leçons de l'œuvre. En reconnaissant que la capacité à faire seul est moins importante que celle de faire ensemble, Ed se montre humble. Il vainc ainsi la volonté du monde qui punit l'arrogance de celles et ceux jouant à Dieu. Cette perte ne l'empêchera pas d'être heureux, au contraire, ça rajoute juste une légère touche d'amertume. De quoi rendre cette fin encore plus parfaite, car... Oula, tu grilles les étapes, Meili. Elle appartient à une autre catégorie sur laquelle on reviendra plus tard. Mais là, on parle des happy endings, et notre second sera Steins Gate. Pas horrible, mais je n'ai jamais compris pourquoi elle était aussi bien notée. Soyons sérieux et parlons de quelque chose de vraiment bien. À quoi tu penses? À notre sponsor du jour, Oli. Ah oui, le truc qui donne le goût à l'eau là. Ouais, j'en ai entendu parler. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. L'objectif d'Oli, c'est de remplacer les boissons industrielles et autres sodas en proposant une alternative
alternative plus saine. Pas de sucre, tu verses ton sachet dans un demi-litre d'eau, tu mélanges bien et c'est déjà prêt à déguster. S'il n'y a pas de sucre, il doit y avoir plein d'édulcorants dangereux, non? Alors il y a de la stevia et du sucralose et aucune étude ne montre leur dangerosité, ils sont même conseillés pour limiter la consommation de sucre. Et si ça peut te rassurer, les compositions sont toutes trouvables sur leur site internet. Ok, laisse-moi voir. Vitamines, minéraux, quelques arômes... je vois qu'avec le pot, je bois autant qu'avec 50 canettes de soda, c'est pas mal ça. C'est économe pour ton porte-monnaie et pour ta poubelle. Tu t'imagines vraiment mettre 50 canettes dans ton bac à ordures? Il y a plein d'options différentes, je vois pas la différence. Ça permet de l'adapter à tes besoins. Oli Iced Tea est le remplaçant idéal des sodas. Il y a plein de goûts différents, au goût équivalent voire meilleur que ce que tu peux trouver en supermarché. Ils ont aussi une gamme milkshake, mais bon, là je pense que tu as compris tout seul. Et les deux dernières là? Oli Hydratation contient des électrolytes qui te permettent de te réhydrater plus facilement après le sport par exemple. Je peux te dire qu'après une grosse séance à la salle, ça fait du bien. Et en parlant de sport, c'est dans ce contexte-là que j'utilise Oli Energy. C'est l'équivalent d'une boisson énergisante mais sans taurine. On y trouve d'ailleurs de la New Caf, une version cristallisée de la caféine qui est plus efficace dans le temps. Par contre, attention à ne pas la consommer avant vos 16 ans ni après 14 heures. Cela pourrait altérer votre qualité de sommeil. Ça reste un coup de boost pour bosser ou faire du sport, donc à consommer comme du café. Ni trop tard, ni en trop grande quantité dans la journée. Et niveau goût, j'ai entendu dire que c'était tout chimique et vraiment pas terrible. Pastèque, pommes, framboise yuzu, grenade, fraise, mandarine, mangue ananas, il y en a pour tous les goûts, d'origine naturelle évidemment, que tu peux retrouver dans leur pack découverte. Idéal pour trouver la saveur qui te plaît le plus, pour l'équivalent de 80 centimes la portion si tu prends un pot de 50 doses. Et grâce au code MANGA5 et MANGA, bénéficiez de soit 5 € de réduction, soit 10% de réduction sur toutes vos commandes. Vous retrouverez tout ça grâce au lien dans la description. De quoi soutenir la chaîne tout en buvant des choses plus saines. Donc là, en grand rageux, t'as occulté une super fin d'anime? Oui, et tu es aigri, chauve. Je vous fais un résumé rapide. Okabe tombe sur une jeune femme assassinée, Kurisu. Il prévient par mail un ami, le monde se distord et paf, elle est en vie. Le début est chaotique, on comprend les règles au même rythme que les personnages, on les voit maîtriser le voyage temporel, puis changer le passé jusqu'au point de rupture. Pour épargner son ami et accessoirement éviter que le CERN domine le monde, il faut annuler toutes leurs actions, y compris le premier mail, celui qui a sauvé Kurisu. C'est le prix à payer, la femme dont il est amoureux doit mourir. Ils se font leurs adieux, retour à l'épisode 1, mauvaise nouvelle, la 3e guerre mondiale arrive, et pour l'éviter, il faut que les deux survivent. Voilà le twist final. Alors qu'Okabe avait accepté son impuissance, il découvre l'existence de la meilleure timeline, la Steingate. Il tente aussitôt sa chance, mais le destin est capricieux, et Kurisu meurt de sa main. Modifier un passé dont il est témoin est impossible, et ne lui apportera que de la souffrance. Sauf qu'il existe bien un chemin. Tu dois changer le futur sans modifier les événements. Dupe-toi dans les moindres détails. Dupe aussi le monde. Respecte le plan. Nous gagnerons et nous atteindrons Steins Gate. Il retourne dans le passé, se débarrasse de l'assassin, puis utilise son propre sang pour simuler la mort. La boucle est bouclée, tout s'emboîte jusqu'au moindre détail, c'est vraiment une conclusion parfaite. Quand une histoire, surtout avec des voyages temporels, arrive à faire ça, quel plaisir. Et toi, Chauve, t'es vraiment aigri là-dessus? Oui, je suis aigri là-dessus parce que c'est un format huis clos, c'est une pièce de théâtre et ça ne surprend que les gosses qui ont séché les cours de français sur ce concept-là. Et puis qu'est-ce que c'est que cette morale? Avec assez d'efforts et de volonté, on peut tout sauver? Non, non, parce que dans la vie, nos choix ont des conséquences. On fait des sacrifices et les happy endings, ça n'existe pas. Moi, j'aime Devilman, et Devilman, c'est l'une des meilleures fins tristes qui existent. Mais tu l'as déjà raconté 1000 fois. Oui, bon, bah revenons aux origines du shonen. Et non, je ne parle pas de Dragon Ball, qui pour le coup a plutôt une happy ending, apprécié en manga mais pas en animé. Non, je parle de Ashita no Joe. Débuté en 68, c'est une petite révolution. Joe, jeune bagarreur des rues, trouve sa place grâce à la boxe. Courage inébranlable, entraînement difficile, pouvoir de l'amitié, vous connaissez. Et après 20 hommes à lutter, il est prêt à affronter l'homme le plus fort du monde. Le combat commence et il prend sa part, il morfle sérieusement. Son adversaire est beaucoup trop fort et pourtant, Joe le terrorise. Pourquoi risquer sa vie dans ce match? Eh bien, parce que c'est fini pour lui. Les médecins lui ont diagnostiqué une démence traumatique. C'est sa dernière chance de jouer sur le ring, alors il laisse la flamme de sa jeunesse le consumer une dernière fois. Les rounds passent, il prend le rythme, mais les blessures s'accumulent. Son coach décide d'arrêter le combat, mais Joe n'est pas seul.
Quand je vous dis que ce manga était en avance dans un shonen moderne, c'est là qu'on sortirait un gros power-up. Eh bien, pas ici. Bien qu'il trouve la motivation de se relever, il n'est plus qu'un fantôme dont les dernières braises se consument. Quand arrive son dernier round, Joe, toujours debout, porte son coup signature, le cross-counter, que vous avez sans doute déjà vu ailleurs. Les deux adversaires s'effondrent, le gong résonne et le juge rend son verdict. Le héros a perdu. Mais son combat n'a pas été vain. Il a brûlé son adversaire et prouvé ce dont il était capable, mais le prix à payer est élevé. Ça vous fait bizarre de voir un héros subir de telles conséquences, non? Généralement, ces fins sont peu appréciées du grand public. La dernière à avoir autant séduit est celle de Cyberpunk Edge Runner, pas passé bien loin de notre top. Son réalisateur, Hiroyuki Imaishi, connaît très bien Ashitano Joe, lui ayant même fait référence dans Gurren Lagann, dont on reparlera plus tard. Pour qu'une fin triste plaise, il faut avant tout qu'elle soit logique. David comme Joe n'ont vécu qu'au présent, sans se soucier un instant des conséquences, il était normal que ça termine mal. Et dans un autre genre, il y a Spike de Cowboy Bebop. Dès l'épisode 1, on nous l'annonce, il va mourir pour une femme. On comprend au fil de l'histoire qu'il s'agit de Julia, son amour perdu et ex-compagne de son ex-meilleur ami Vicious. Ils ont formé un dangereux triangle amoureux qui a conduit Spike à fuir en simulant sa mort. Il lui a proposé de l'accompagner en lui donnant rendez-vous dans un cimetière, mais elle n'est jamais venue. Des années plus tard, les deux s'y retrouvent finalement et cette fois elle est prête à partir, mais c'est trop tard. Spike rentre prendre un dernier repas avec la famille qu'il s'était construite, on le supplie de rester, à quoi bon se battre pour le passé si ça fait souffrir ceux qu'on aime aujourd'hui? Et sa réponse est triste. Certes, on ne peut plus rien faire pour une morte, mais pour se prouver qu'il est en vie, il doit y aller. Il traverse alors seul une armée pour se retrouver face à son ancien ami, l'occasion de rappeler que Cowboy Bebop n'a pas pris une ride. Spike là-bas, mais ça se termine mal. Et ça, c'était la seule fin logique à la série. Si chaque membre de l'équipage du Bebop a réussi à se libérer de son passé, Spike en est incapable. Or, ceux qui en sont prisonniers ne peuvent vivre leur présent. Pour avancer, vous devez porter son poids. Reconnaissez que ça tape un peu plus fort que vos trucs gnangnan. D'autant plus qu'au-delà des conséquences pour Spike, s'ajoute celle sur ses proches qui vont le pleurer et ainsi alourdir le poids de leur propre passé. Ça rend cette fin encore plus sombre, nous montrant qu'au fond, il n'a toujours agi que pour lui. Et je comprends que ça puisse vous filer le cafard. Il existe heureusement un entre-deux qu'on a teasé avec FMA, les héros de la galaxie. Cette gigantesque fresque nous conte une guerre entre une alliance démocratique et un empire. Dit comme ça, on pourrait croire qu'il y a un gentil et un méchant, sauf que non, évidemment, chacun a ses propres défauts. On les découvre à travers deux héros appartenant chacun à un camp différent. Après 80 épisodes de combat, ils se décident enfin à donner une chance à la diplomatie. Et lorsque leur rencontre approche, le démocrate tombe dans un piège et meurt seul. Les assassins sont des terroristes qui visent également l'empire. Du coup, les deux puissances vont devoir s'unir. L'impérial conquiert la galaxie tout en acceptant des compromis pour aller vers plus de démocratie, et au 110e épisode, sa victoire est totale. Mais, comme Joe, il s'est épuisé pour y parvenir. Ce dernier épisode prépare sa succession, les dernières intrigues sont résolues, et le héros part heureux, confiant le futur à une nouvelle génération qui fera grandir son héritage. それはいつの時代、どこの世界でも数限りなく繰り返されてきた動作であったかもしれない。人は常に手の届き得ぬものを追い続ける。その道型を一身に表したのではなかろうか。 Alors c'est vrai, c'est une très mauvaise fin pour les héros, et beaucoup de leurs alliés se sont sacrifiés, y compris pendant cet épisode. Mais cette fois, il reste une note d'espoir. C'est là que se construit cet entre-deux, très souvent apprécié par le public, que sont les meilleures fins douce amère. Lorsque ce jeune prodige a perdu sa mère, son monde est devenu terne et son don s'est envolé. Mais un beau jour d'avril, il rencontre Kaori, petite amie d'un de ses camarades et musicienne malade qui se croit dans le château dans le ciel. Poussé par son enthousiasme, il reprend petit à petit goût à son art. Au dernier épisode, il a pleinement retrouvé son don et subjugue son public, tandis que Kaori, elle, joue sa vie sur la table d'opération. Leurs notes résonnent ainsi à l'unisson dans l'océan de leur âme une dernière fois. Le héros l'a compris, il ne la reverra plus jamais. Au cimetière, ses parents lui remettent une lettre. Les saisons passent, les flocons laissent place aux pétales quand il l'ouvre enfin. Ce qui a motivé Kaori à apprendre la musique, c'est lui. Elle n'avait jamais osé l'aborder jusqu'au jour où elle a compris que ses jours étaient comptés. Elle a alors décidé de vivre à fond ses derniers instants et s'est risquée à un gros mensonge un beau jour d'avril. Prétendre d'être amoureuse d'un autre pour se rapprocher du héros, et désormais, il est temps d'y mettre fin.
Your Lie in April est vraiment la fin d'Oussamer parfaite. Mais vous pensez sans doute davantage à Assassination Classroom. Plus populaire, on vous l'a raconté dans cette vidéo. Celle-ci frappe d'autant plus fort que l'anime nous laisse croire à un happy ending, mais non. À chaque fois, quelque chose vient les enfoncer, jusqu'à la résolution finale. Cette chanson d'adieu est dans le cœur de beaucoup d'entre nous ayant grandi avec ce classique. C'est sa force, nous laisser des souvenirs. Ce qui est le cas de toutes les excellentes fins dont on a parlé jusqu'ici. Mais là-dessus, il faut bien le dire, il y a un manga qui a réussi à faire mieux avec un gros twist. JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. En principe, les parties de JoJo s'achèvent sur des sacrifices menant un ultime coup d'éclat. C'est du doux amer, mais la 6ème partie va plus loin. Ils y affrontent le père Pucci, disciple de Dio, rêvant de créer un monde parfait en faisant boucler l'univers. Face à son pouvoir d'accélération, les héros imaginent un plan désespéré, qui fonctionne, Jotaro claque son va-tout, mais pas cette fois-là. Le voilà soumis à un dilemme impossible, sauver le monde ou Jolene sa propre fille. Et son cœur de père ne peut que choisir la seconde, donc il se laisse mourir, suivi par ses amis, puis sa fille qui se sacrifie pour protéger Emporio, le plus jeune du groupe. Piégé dans l'accélération, ce dernier se retrouve dans le monde parfait du père Pucci qui le coince et le frappe. Par imprudence, il activera la dernière volonté de Jolene qui confère des pouvoirs à Emporio en entraînant sa chute. Le temps retourne en arrière, le monde revient à la normale, ou presque. Jolene est vivante mais se nomme désormais Irene. Emporio comprend alors qu'il a perdu ses amis, pour toujours une fin douce amère, sauf que plot twist, il y avait aussi une happy ending. Par le changement de nom de Jolene, l'auteur nous indique que la lignée des Jojo prend fin, l'effacement de Pucci les a libérés de la malédiction de Dio, puis de son héritage. On les voit partir vers un avenir heureux. Concluant les 6 parties précédentes, c'est clairement grandiose, mais est-ce qu'elle mérite vraiment le titre de meilleure fin ever? Comme d'hab quand on parle de ce genre de sujet, on voulait mettre Gurren Lagann en numéro 1, et oui, c'est vrai que c'est incroyable. Grâce à des sacrifices héroïques, la brigade Gurren s'approche de la victoire, mais les antispirales combattent notre espèce depuis des temps immémoriaux. Ils ont tous les contres en tête, et en dernier recours, ils ont même le labyrinthe du multivers. Prisonnier d'un rêve dont personne n'est jamais revenu, Simon observe un monde gris où son frère Kamina ne l'a pas aidé à grandir. Qu'est-ce qui se passe, Simon? T'as perdu ta vrille? C'est ça? Si le passé est un poids, il est aussi une force. La volonté de nos disparus persiste dans nos cœurs et nous soutient dans les moments difficiles. Ainsi, poussé par les espoirs de tous, Simon s'éveille pour transpercer son ennemi. Ça, vous connaissez, on en parle souvent. Si vous avez suivi, vous savez que le réalisateur de Gurren Lagann adore Ashita no Joe. Et sans être aussi dur avec Simon qu'il ne le sera 20 ans plus tard avec David, impossible de le laisser partir sans perte. Lié aux antispirales, la disparition de la femme qu'il aime était inéluctable. Simon l'accepte sans défier son destin, puisque même si ramener les morts était possible, cela ne ferait qu'encombrer les vivants. Ainsi, plutôt que de stagner vers le passé, il faut se tourner vers l'avenir, traçant par nos choix une voie où tous ont une chance de réaliser leurs rêves. J'aimerais trop en piloter un. Bien sûr que tu peux. Elle est ouverte à tous, la piste des étoiles. On retrouve ici tous les ingrédients vus avant. Maintenant qu'elle n'écope que d'un 9,4 sur 10, ce qui est honteux, on va partir sur 2 autres fins qui sont moins contestées. La première est un gros morceau compliqué à expliquer, alors accrochez-vous pour les prochaines minutes, on va parler de Monster. Tenma est un chirurgien brillant. Un jour, pour sauver un chanteur d'opéra, il condamne sans le savoir un ouvrier. Sa hiérarchie l'en félicite, mais lui, il s'en veut. Il n'est finalement qu'un outil au service des riches. Et à son opération suivante, lorsque se présente à lui un orphelin et le maire, il choisit de sauver le premier. Cela détruira sa carrière, son mariage, mais il en ressort avec une conviction. Toutes les vies ont la même valeur. Sauf que sans le savoir, il vient de sauver un monstre. Johan, l'un des pires tueurs de la Japanimation, alors qu'il n'a qu'une trentaine de minutes de temps d'écran. Son mode opératoire est terrifiant. Il attise la peur et la pulsion pour pousser ses victimes à choisir la mort, y compris avec des enfants. Tout ça car il est en quête d'identité. Il était une fois un monstre qui n'avait pas de nom. Voici le conte sur lequel il s'est construit, celui d'un monstre qui désire un nom, dévorant tout sur son passage, jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne de lui. Lorsqu'il redécouvre le livre, il se brise et se replie sur son autre identité, celle d'un bébé Lebensborn. Véritable projet eugéniste des admirateurs du moustachu du XXe siècle. De multiples expériences ont fait de lui un monstre, et donc il traque ses bourreaux. Mais là encore, c'est sa sœur qui en fait les frais, et lui n'a fait que s'approprier les histoires qu'elle lui a racontées. Son identité se brise encore. Ne lui reste que 2 choses.
chose, son désir de mort, on l'a vu à de nombreuses reprises faire ce geste, l'ayant conduit enfant sur la table d'opération. Et sa dualité avec Tenma, celui pour qui toutes les vies se valent, alors que lui considère que seule la mort nous rend égaux. Arrive leur confrontation finale, un disciple de Yohan a éveillé les monstres qui sommeillent en chacun de nous, ça vire au massacre et au milieu de ce chaos, les deux se retrouvent. Yohan pointe son front, mais rien ne se passe, alors il prend un otage. Si chaque vie se vaut, le tuer pour sauver un enfant est-il juste? Et Tenma est évidemment incapable de franchir ce dilemme. Le coup de feu ne viendra pas de lui, mais du père du petit. Alcoolique, violent, maltraitant, il agit ici par amour. Car si un monstre se cache dans nos cœurs, la bonté peut également y sommeiller. Pourtant, quand la police arrive, ce n'est pas Yohan, mais bien lui qu'elle arrête, la société l'ayant par avance désigné comme le méchant. En ultime rebondissement, Yohan a survécu, et le seul à pouvoir l'opérer, c'est Tenma qui décide de le sauver, encore une fois, fidèle jusqu'au bout à ses valeurs. Après un tour d'horizon des survivants, l'épisode nous montre le docteur rendre visite à Yohan dans le coma, suivi par ce plan iconique, un lit vide, les rideaux au vent. S'est-il enfui? A-t-il été transféré d'hôpital? Est-il décédé? Ça, c'est à nous d'en décider, car la fin est ouverte. Laisser libre cours à l'interprétation tout en concluant parfaitement l'intrigue, c'est quelque chose de génial. Et là, on va parler de mon petit chouchou. C'est exactement la même qualité qui fait, en partie, la renommée de la conclusion la mieux notée d'IMDb. Code Geass. Le louche a assisté à tout ce que l'humain pouvait faire de pire, et a décidé de bâtir un monde meilleur pour sa sœur Nonali grâce au Geass, le pouvoir de commander par la parole. À ce souhait vont se greffer 3 autres personnes, expier les péchés qu'il a commis pour y parvenir, s'assurer que son meilleur ami survive à la guerre, et faire sourire Situ, celle qui lui a donné le Geass, immortel et condamné à une solitude éternelle. L'épisode final en est l'apogée, un duel entre lui et Nonali détenant la clé de sa conquête. Cette dernière a son propre plan pour un monde meilleur, un plan qui la conduira à un sacrifice. Alors, malgré son souhait de ne jamais la trahir, le louche utilise le Geass sur elle et s'empare de la clé. Le louche, vive Britannia ordonne, le monde entier obéit. Gloire à le louche! Sacré empereur de Britannia, il décide l'exécution de ses anciens compagnons comme de Nonali. Il est désormais aussi mauvais que l'Empire qu'il combattait. C'est là qu'apparaît le révolutionnaire Zero, identité secrète de Lelouch. Personne ne comprend ce qui se passe et en un instant, l'empereur est mort. Son corps chute jusqu'à sa sœur, il sourit. Ce n'était que l'ultime étape de son plan. Devenu l'incarnation de toutes les haines, sa mort expie ses crimes et met fin au cycle de destruction pour que l'avenir soit forgé par la diplomatie. En donnant son costume à son meilleur ami, il le force à rester en vie pour être le bras armé de la justice, se battant pour un futur radieux, sans guerre, pauvreté ou famine. 3 objectifs accomplis sur 4, il ne reste plus qu'à faire sourire Situ, et c'est là qu'arrive l'interprétation. Le louche est-il vraiment mort? Je vous épargne les théories compliquées, il y a de quoi en faire une vidéo complète. Mais oui, il est possible qu'il ait obtenu le même pouvoir que Situ, le code le rendant immortel. Dès lors, si sa vie en tant que Lelouch a définitivement pris fin, il a pu revenir en tant que son compagnon de route, lui épargnant à jamais la solitude pour qu'elle retrouve enfin le sourire, expliquant sa phrase finale. Celui qui possède le Geass, le pouvoir des rois, est voué à la solitude éternelle. Mais je ne crois pas que ce soit le cas pour tout le monde. Hein, Lelouch? J'ai pas raison? Appuyé sur les canons de la trilogie résumée qui compte beaucoup de différences, le film de 2019 y a répondu, en nous montrant un Lelouch bien vivant. Ça ne tranche en rien cette fin, qui reste sans doute à jamais ouverte et donc d'autant plus vivante. Et ça, à nos yeux, ça en fait sans doute l'une, voire la meilleure fin d'animé ever. N'oubliez pas de changer votre façon de vous hydrater cet été avec Oli. Profitez du lien dans la description pour le tester au meilleur prix.